Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de recevoir Rachel Deméo. C'est parti pour un fil rouge sur le retour en France. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Ah, le sujet du retour en France. On a vécu 20 ans pour ce qui est de Rachel en expatriation. On revient dans son pays d'origine et la chose n'est pas toujours facile. On a donc décidé de le faire un fil rouge avec Rachel. Rachel, bonjour et content de te retrouver au micro de Français dans le Monde. Merci Gauthier, merci à toi. Alors il faut quand même se dire qu'on s'est connus il y a quelques mois. Tu nous as parlé de l'association Flamme San Diego qui a été créée en 2020 et qui te permet de te réveiller désormais maintenant que tu es en France à 2h du mat pour des réunions à distance. Vive le décalage horaire. Exactement. Tu continues à piloter Flamme San Diego depuis la France. Exactement, donc avec Flamme San Diego, donc c'est une école de français, on a principalement des enfants d'expatriés qui suivent des cours de français, mais pas que des enfants d'expatriés. Et en fait, on a lancé Flamme San Diego en 2019, on a ouvert les portes en 2020. On avait des locaux, mais on était obligé de passer en cours virtuel au tout début. Et puis, les cours virtuels fonctionnent tellement bien qu'on a des Français à travers les États-Unis qui mettent leurs enfants dans notre école. Donc, on a gardé les cours virtuels. On a également des cours en présentiel dans plusieurs sites. Et donc, du coup, l'équipe administrative est en télétravail. Les profs qui sont en cours en présentiel sont sur San Diego, forcément. Et ceux qui enseignent des cours virtuels, ils sont un peu dispatchés dans le monde. Donc, on a gardé en fait ce qu'on avait. Ça se fonctionne très bien. Il y a quand même quelques fois par an où je dois être en présentiel pour certains événements, mais j'ai toujours géré à distance déjà depuis les débuts. Alors on va entamer ensemble un fil rouge parce que tu m'as proposé qu'on vive en temps réel quasiment ce qu'est un retour en France quand on a été 20 ans en expatriation. Pour un petit rappel, tu as grandi dans le sud de la France. Ensuite, tu t'es installé aux États-Unis en 2002, à San Diego en 2004. San Diego qui vient d'être élue la ville la plus chère de tous les États-Unis. Vous aviez un bien immobilier là-bas. Vous avez décidé avec ton mari et les 2 enfants de revenir en France en mai 2023. Déjà, si je peux me permettre, Rachel, pourquoi avoir décidé de quitter les États-Unis ? Alors, vous le verrez dans de prochaines vidéos et dans des vidéos aussi passées qui figurent sur ma chaîne YouTube, où on justement détaille notre vie de la Californie jusqu'en France. Mais l'année dernière, en fait, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on revenait en France chaque année pendant une période de temps, à peu près un mois ou même plus. Et puis, quand on était en France l'année dernière, on a commencé à budgétiser et en faisant le budget, on s'est aperçu que justement, où on habitait à San Diego, c'était devenu la ville la plus chère. Tout coûte vraiment, vraiment, vraiment cher. Et en étant en France, en fait, et en mettant notre maison en location aux États-Unis, ça nous permettait de vivre en France. Donc, en faisant le budget, mon mari a dit franchement, on serait complètement bête de ne pas venir s'installer en France. À la base, on pensait faire 6 mois, c'était un peu l'objectif. Et puis, petit tournant dans l'histoire. Donc ça, c'était au mois de mai qu'on en parlait, qu'on avait fait le budget, qu'on s'est dit, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant pour nous financièrement d'être installés en France. Et le tournant de l'histoire, c'était qu'au mois de juin, on a trouvé une maison, un vieux mas que justement, on est en train de rénover. Et on a pu l'acheter. Donc, de juin à juillet, ça a été les négociations, signer le compromis de vente. Et puis, tout a été finalisé en novembre. Et du coup, on vient de s'installer là, dans cette nouvelle maison. Mais du coup, une belle maison dans un petit village près de Montpellier, dans l'Hérault. Maintenant, vu le budget, le choix a été fait de vivre pleinement en France. Il y a aussi peut-être la dimension culturelle pour les enfants qui ont aujourd'hui 13 et 11 ans et demi. Tu préférais les imaginer aborder l'adolescence en France plutôt qu'aux States ? Exactement, Gauthier, tu as bien repéré par rapport à leurs âges et ce qu'ils vivent. Surtout en Californie où c'est devenu un État déjà assez libéral, mais il y avait certaines choses en fait qui nous dérangeaient dans leur éducation. Et puis de voir l'adolescence approcher, ou même je dirais on est en plein dedans avec l'aîné. On s'est dit ce serait vraiment sympa qu'en fait ils puissent vivre leur adolescence en France. Et donc, ça a été une décision familiale. Ils étaient aussi d'accord que nous. C'était pas juste nous qu'on s'est dit, on fait ça. Ça a été vraiment aussi leur décision à eux, sinon on l'aurait pas fait.
Mais pour nous, ça nous permet de vivre une autre expérience tout en gardant l'aspect d'être bilingue et d'être multiculturel à la maison. Premier gros changement, la taille de la ville. San Diego est aujourd'hui le village où vous êtes, c'est 100 fois plus petit. Forcément, ça change l'ambiance, ça change le cadre, ça change le décor. Ça change un peu aussi le climat, puisque vous rentrez là en hiver. À San Diego, il fait tout le temps beau. Il y a un petit choc thermique déjà ? Ah bah oui, ça c'est certain qu'il fait quand même plus froid en France. Et même dans le sud de la France, il fait quand même plus froid que le sud de la Californie. Mon mari, qui est originaire d'Alaska, il est bien content de retrouver un peu de froid de ses racines. Et puis moi, c'est vrai que je suis collée contre les radiateurs ou j'allume la cheminée parce que je préfère la chaleur. Mais bon, je sais que cet été, je serai bien servie quand il fera 40. Donc, Ah ouais, t'inquiète pas, il fera chaud dans le sud de la France cet été. Alors, Rachel Deméo a sa chaîne YouTube. Le lien est dans ce podcast. Vous allez par exemple pouvoir voir une vidéo qui s'appelle « Les 7 raisons d'avoir quitté la Californie ». En tout cas, on va aborder des sujets ensemble concrets. Voici 4 points majeurs qui ont pesé dans la décision. Vas-y, explique-moi quel est le premier point que tu as souligné et noté. Alors, une grosse différence que j'ai soulignée, c'était par rapport au travail. Et ça, c'était quelque chose que j'avais déjà vu auparavant, mais que j'ai pu, encore plus observer. Les Américains, ça c'est certain, je trouve qu'ils sont beaucoup plus travailleurs de façon globale que les Français. C'est pas forcément une critique contre les Français, parce qu'au contraire, je trouve que parfois les Français, ils savent bien vivre et justement prendre du temps et pas être aussi obsédés par le travail. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une fierté, on trouve en fait sa valeur dans le travail. Donc son titre, ce qu'on fait, ça compte énormément dans la balance. C'est une première question qu'on pose et souvent les gens, ils te jugent par rapport à ce que tu fais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qu'ici, c'était moins important. Aussi, j'imagine que c'est lié au fait qu'aux États-Unis, il n'y a que 2 semaines de vacances par an en moyenne, alors qu'ici, on a beaucoup plus que ça. Donc du coup, le travail, c'est obligé de prendre une ampleur beaucoup plus démesurée, on va dire, qu'en France. Et puis aussi, en termes de travail, les Américains sont plus au taquet. Donc, un exemple peut-être tout bête. Et pourtant, j'adore ma banquière, donc c'est pas contre elle non plus, mais je sais qu'aux États-Unis, j'ai besoin d'une carte bancaire ou un remplacement de carte bancaire. J'appelle 24 heures, 48 heures, c'est bon, je l'ai à la porte, c'est bon, je l'ai déjà. Alors qu'ici, ça fait 10 jours déjà que je l'ai appelé, que je lui ai demandé si on pouvait avoir une carte bancaire, remplacement. J'avais déjà fait un mail 3 jours avant ça, donc là, ça fait 2 semaines, sans avoir de réponse. Et puis, je me dis, c'est bon, elle glande. Et pourtant, c'est pas les vacances, c'est pas la période estivale. Donc, on voit qu'aux États-Unis, c'est vraiment, c'est un peu plus au taquet niveau travail. Donc, premier point, le travail, un peu plus de savoir-vivre, on va dire. Donc, du coup, plus profiter de la vie quand on est français et moins 100% boulot, quoi. Voilà. Pour les Américains, le travail passe en premier, le titre est important. Ouais. En France, c'est plus profiter de la vie et puis mettre le travail après aussi, s'occuper de soi et puis aussi entretenir les relations dans notre vie. Voilà. Alors, quel est le deuxième point que tu as souligné ? Alors, la deuxième, puisque je suis vraiment en plein dedans sur plein de niveaux différents, c'est l'école. Alors, déjà, je connaissais un peu des différences parce qu'étant directrice de Flamme San Diego et puis j'avais été dans l'enseignement déjà depuis quasiment une vingtaine d'années, je savais qu'il y avait quand même pas mal de différences qui existaient entre le système américain et le système français. Mais là, maintenant que j'ai 2 collégiens, j'ai pu vraiment observer des trucs dans les détails, dans l'emploi du temps, par exemple. Les contenus, donc, vraiment, ce qu'on aborde à l'école, vraiment, c'est plus concret, quoi. Voilà, alors mes enfants vont se plaindre que pour eux, les profs sont plus stricts en France. Ah. Donc ça, c'est quelque chose, entre guillemets, qu'ils aiment moins, mais qui trouvent qu'ils ont des copains plus vrais, plus sympas à l'école. Donc ça, c'est ce qu'ils m'ont dit eux, en tout cas, surtout mon fils aîné. Et puis au collège aussi, un truc que moi j'ai remarqué qu'on en parlait justement en famille, c'est qu'en fait, on a plus de matières qui sont enseignées en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils n'avaient pas de langue vivante du tout. Ici, ils ont, en 6e, ils ont l'anglais. Et puis là, mon fils en 5e, il a l'anglais et l'espagnol. Forcément, l'anglais pour tous les 2, c'est facile. C'est leur matière préférée, je parie. Tu m'étonnes. Ils ne l'ont pas dit, mais bon, je pense qu'en termes de notes, ils vont être bien. Ouais. Et mon fils, il apprend l'espagnol. Alors lui qui est né, qui a grandi en Californie, avec plein de Mexicains autour de lui, il apprend maintenant l'espagnol. C'est un peu rigolo. Donc, en termes de matière, il y a déjà les langues vivantes, qu'on commence pas du tout au collège aux États-Unis. C'est assez rare de trouver des écoles où une deuxième langue est apprise. Et puis l'histoire-géographie. Donc, en CM2, en Californie, on apprend l'histoire de la Californie, le Gold Rush.
Et ça s'étend pas trop plus que ça. Donc, histoire-géographie, en 6e, ils ont commencé à apprendre les États différents. Bon, des États-Unis, on est bien d'accord. Alors que là, je vois qu'en 6e, mon fils, il découvre les pays et les capitales du monde. Donc, c'est vraiment l'histoire-géographie beaucoup plus vaste, on va dire. Une autre chose, c'est physique-chimie. Les physiques sont pas du tout enseignées au collège. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend au lycée aux États-Unis. Donc, ça, c'est une grosse différence. Et puis finalement, en termes de matière, c'est les sports. Aux États-Unis, ils faisaient ce qu'ils appellent PE, Physical Education, l'éducation physique. Mais c'était des exercices, des trucs comme ça. Alors que par exemple, là, je vois mon fils, le jeudi, il a 2 heures de natation. Ils font badminton, ils ont du basket, ils ont plein de sports différents qui sont intégrés au sein de l'école, au sein du collège. Et puis une autre chose, alors là, ils sont très contents les enfants, c'est qu'ils ont plus de temps pour manger. Aux États-Unis, dans l'école où ils étaient, ils avaient 15 minutes pour vite avaler un burger, une tranche de pizza. Donc, ils avaient la dalle à la sortie des classes. Là, ils ont 1h30 pour manger et en plus, ils mangent bien. C'est vraiment cantine 5 étoiles. Quand ils me disent qu'ils ont eu un petit fromage, un petit dessert, île flottante et tout, alors, c'est autre chose. C'est vraiment marrant parce que t'interroges les parents en France, ils se plaignent de la qualité de la cantine. Et là, dans ce que tu nous dis, quand on met en perspective vraiment de façon très concrète et très précise, tu me dis qu'on apprend mieux, on mange mieux, on a plus de temps, il y a plus de qualité de vie. Il n'y a pas photo pour l'instant sur ces 2 premiers points. Le 3e point que tu as souligné ? Alors du coup, justement, c'est lié au repas de façon globale. Donc les repas, en fait, les heures. Déjà, je trouve qu'en France, l'heure du repas, c'est vraiment sacré, mais les enfants le voient aussi le mercredi, comme ils ont une demi-journée à l'école, contrairement aux États-Unis. Eh bien, ils veulent jouer avec leurs copains et leurs copains, non, ils rentrent chez eux manger et puis ils ne sont pas disponibles jusqu'à 14h, 14h30. Et mes enfants, c'est vrai que ça leur a fait un peu bizarre au début parce que pour eux, c'était vite, on mange un truc, on va rejoindre les copains parce qu'ils peuvent. Donc, l'heure du repas est plus sacrée au point où vraiment on voit que il y a des magasins qui ferment, il y a des employés, des travailleurs qui prennent une pause, des écoliers aussi prennent une pause pour manger. C'est aussi un moment convivial où on se retrouve. Donc, c'est pas le rush que nous on a aux États-Unis où on mange à des heures vraiment pas possibles et puis il n'y a pas vraiment ce moment où on se languit entre guillemets de se retrouver à table. C'est une grosse différence. Un petit moment sacré, on peut se retrouver en famille, notamment avec des enfants adolescents, enfin préadolescents. C'est aussi des moments où on échange et tout ça. Donc ça rajoute aussi à la qualité de vie, si on peut résumer. Et quel est le 4e point que tu as repéré ? Et puis le 4e point qui va aussi avec, je dirais, le 3e, c'est par rapport aux finances. Déjà, nous, on avait budgétisé, on avait vraiment fait le point sur combien les choses coûtaient, que ce soit l'eau, l'électricité, les choses que les Français se plaignent, parce que en France, c'est compliqué, on se plaint, les Français sont connus pour être à l'heure. mais en tout cas, moi, venant des États-Unis, notamment de San Diego, je peux vous dire que les forfaits des téléphones, l'Internet, même les courses, c'est moins cher. Moi, quand je fais les courses ici, je suis soulagée quand je prends plein de trucs et que j'en ai pour 200 € alors que j'ai pris plein de trucs et qu'aux États-Unis, j'en avais pour 350 la semaine. Ah ouais. C'est pas pareil. C'est quasiment le double du prix, quoi, en gros. N'importe quoi dans la vie de tous les jours, c'est le double du prix. Quasiment, c'est ce qu'on avait vu parce qu'aux États-Unis, pourtant on est très travailleurs avec mon mari, on travaillait comme des malades pour à peine pouvoir arrondir les fins du mois. Et en fait, c'est ça, en fait, en termes de finances, ce qu'on voit, c'est que oui, on gagne plus aux États-Unis. Enfin, bon, moi non, pas depuis que je suis directrice d'une école de français où j'étais pas salariée les premières années. Mais de façon globale, en tout cas quand j'étais prof à la fac et mon mari dans ses boulots différents qu'il a eu, c'est vrai que globalement on gagne quand même plus aux États-Unis. Par contre, on dépense beaucoup plus également parce qu'on n'a pas les aides qu'on a en France. Ici, on a des aides, il y a beaucoup de choses qui coûtent moins. Là, moi, j'essaie de me renseigner pour des aides différentes qu'il y a. Je sais même pas en fait, j'ai oublié. Mais c'est vrai qu'il y a des aides et aux États-Unis, par exemple, pour te donner une petite idée. J'ai une amie qui a un boulot à temps plein, elle gagne 4 000 par mois aux États-Unis. Voilà, 4 000. Mais elle met son enfant en garderie. La garderie lui coûte par mois 2 000. Donc, la moitié de son salaire va dans la garderie de son enfant. Donc, on gagne plus, certes, mais après, quand on dépense plus... D'ailleurs, j'ai vu dans un commentaire expatrié, il faudrait que je te l'envoie, Gauthier, je pense que ça t'intéresserait. Je fais partie de plusieurs groupes expatriés sur Facebook et il y en avait un qui demandait, tiens, moi j'ai l'assurance médicale couverte par le travail, mais pour ma famille, comment je fais ? Est-ce que vous pouvez me donner un bon plan ? Enfin bon, bref. Et puis, la grosse blague, c'était, t'es aux États-Unis, alors là...
elle va te faire cuire un œuf, quoi. Tu vas pas trouver ça, quoi. Ah ouais. Donc, tu gagnes plus, mais tu dépenses plus. Donc, au final, voilà. Eh ben, en tout cas, pour ce premier fil rouge, on peut dire France 1, États-Unis 0. Il y a quand même des marqueurs qui sont assez flagrants et c'est très intéressant. Je pense que, notamment, ce sont les Français de France qui devraient écouter ce podcast pour se dire, nous qui nous plaignons, quelqu'un qui vit la situation en temps réel peut nous donner une photo extrêmement précise des avantages de vivre dans cette vieille France. Merci Rachel. On va continuer. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de galères. Alors, on reviendra sur le logement, sur le travail, sur tous les sujets du quotidien, parce que l'idée, c'est de se retrouver plusieurs fois, de vivre votre retour en France en temps réel quasiment. Ça te va ? Absolument. Un des prochains points que j'aborderai, entre autres, ce sera les relations et la différence des relations, mais on en parlera la prochaine fois, tout simplement. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci. J'adore déjà ce fil rouge. Vous pouvez aller voir les vidéos de Rachel sur sa chaîne YouTube. Le lien est dans ce podcast. Merci beaucoup. Bon retour chez les mangeurs de grenouilles. Et je te souhaite de bien rebâtir cette maison. On ira voir tout ça en vidéo. Absolument. Merci beaucoup. Françaisdanslemonde.fr